Bonsoir tout le monde. Donc, pour ma présentation, je vais vous parler des changements climatiques, de la lutte contre les changements climatiques et plus particulièrement d'une perspective qu'on n'aborde pas toujours ou avec laquelle on n'est pas particulièrement familier, les impacts sur notre santé. Et puis, dans un deuxième temps aussi, c'est de voir comment cet impact-là sur la santé, c'est aussi un argument qu'on peut mettre de l'avant dans la lutte contre les changements climatiques pour motiver, pour influencer les décideurs politiques. Donc, 2018, ça a été en quelque sorte l'année, en tout cas je l'ai appelé comme ça, mais l'année où la Terre a pris feu. C'est-à-dire on a entendu parler d'emblée des incendies qui ont ravagé Athènes, en Grèce. Il y a eu des incendies nombreux aussi dans le cercle arctique, ce qui est assez peu commun. Il y a eu la Colombie-Britannique, il y a eu 550 feux cet été, donc ça c'est une image aérienne, on voit vraiment la pollution, la fumée associée aux incendies. Puis en Ontario, ça a été le double cette année des dernières années, c'est-à-dire il y a eu 1324 feux en Ontario cet été. On a entendu évidemment parler aussi de Camp Fire en Californie, donc ça a été l'incendie le plus dévastateur et le plus mortel de toute l'histoire de la Californie. Et ça ici, c'est une cartographie des particules aérosols de la NASA. Donc, c'est notre été 2018 en aérosol. Ce qu'on voit, c'est qu'en rouge sont des particules de carbone noir. C'est associé à la consommation des arbres, des déchets. C'est associé aux incendies et puis au feu. Sinon, j'en parlerai pas, mais en violet, c'est les particules associées à la poussière au sable dans les déserts, entre autres. Puis sinon, en bleu, c'est les particules des sels marins qu'on a associées aux typhons, aux cyclones, aux ouragans cet été. Et donc, ce qu'on constate, entre autres, c'est qu'on voit vraiment la côte ouest qui est consommée par les flammes cet été. Ça a été pris au mois d'août, en fait. Et on voit que ces particules-là aussi peuvent se rendre jusqu'à l'autre bout du continent. Puis en effet, on a réalisé que la pollution associée à Camp Fire en Californie avait des impacts jusqu'à l'État de New York aux États-Unis. Et cette contamination de l'air, en fait, sont des fines particules aérosols de 2,5 micromètres. Et c'est assez petit, pas seulement pour infiltrer nos poumons, mais aussi nos vaisseaux sanguins. Et donc, c'est une cause majeure de stress vasculaire. On parle de risque pour, oui, la santé cardiovasculaire en général, mais pour le cœur, aussi pour le cerveau. Et bien sûr, aussi pour les voies respiratoires. Donc, il y a une augmentation d'hospitalisation estimée à 400% à cause des exacerbations d'asthme en périphérie des feux de forêt. Donc ça, c'est un exemple d'un impact associé au changement climatique, c'est l'amplification puis l'augmentation de la fréquence aussi des feux de forêt associés au réchauffement. Un impact dont on parle moins souvent aussi, c'est l'impact psychologique. Donc, cet été, on a parlé de l'été perdu ici au Canada, dans l'Ouest canadien. C'est-à-dire que l'ampleur des feux de forêt ont fait en sorte qu'il y a énormément d'activités de plein air qui ont été annulées. Donc, l'extérieur n'était pas un lieu fréquentable pour nombre de personnes, ce qui pousse les gens finalement à s'isoler chez eux, à manquer l'opportunité aussi de profiter du plein air pour leurs vacances, pour se détendre, pour socialiser. Et puis, il y a beaucoup d'événements importants comme des marathons aussi qui ont été annulés. Donc, au final, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le deuil écologique, qui se traduit par un sentiment de détresse, mais aussi un sentiment de perte d'identité pour tous ceux qui ont grandi avec cet environnement-là. Et ça peut avoir des répercussions mentales assez impressionnantes. Donc, en général, l'environnement, c'est 23, on va souvent dire 25% du fardeau des maladies chez l'être humain. Okay? Puis ça, l'environnement, c'est théoriquement 100% quelque chose qu'on peut prévenir, cet impact-là. Donc, on a potentiellement 13 millions de morts par année qu'on pourrait prévenir en agissant sur l'environnement. Ça correspond à 5100 milliards en termes de coûts chaque année. C'est 7% du PIB mondial, cet impact-là sur notre santé. Et les changements climatiques par rapport à ça, qu'est-ce que ça va apporter? Bien, c'est sûr que ça va exacerber ces risques-là pour la santé. Premièrement, il y a les événements extrêmes. C'est souvent les premières choses auxquelles on pense quand on songe à l'impact sur la santé. Il y a des décès directs, par exemple en périphérie des ouragans ou des feux de forêt, mais il y a aussi l'exacerbation d'événements géopolitiques, des conflits, des guerres. On en a entendu beaucoup parler dans les dernières années, associés entre autres à la famine, à des conditions où finalement ça exacerbe des tensions sociales, ça exacerbe les inégalités sociales entre les gens.
c'est toujours les plus vulnérables qui sont les plus atteints. Et enfin, des migrations aussi massées, donc on parle de réfugiés climatiques ou de migrants climatiques de plus en plus. Il y a aussi la prolifération des vecteurs infectieux, donc on va avoir une augmentation d'infections par des vecteurs comme les tiques au Canada, la maladie de Lyme, mais en général aussi par les moustiques. Puis non seulement ils vont couvrir un territoire plus large, mais aussi vont se reproduire de manière plus intensive avec le réchauffement climatique et avec les pluies abondantes qui peuvent entraîner des eaux stagnantes. Et enfin, il y a en général l'exacerbation de nos problèmes de santé, les maladies chroniques. Donc la chaleur extrême, cet été on en a beaucoup parlé, la canicule qui a fait plus de 90 morts au Québec. C'était plus de 20 000 hospitalisations au Japon cet été. Il y a les inondations qui vont contribuer par ailleurs aussi aux infections, puisqu'il y a une augmentation avec la contamination des eaux lors des pluies abondantes diluviennes, entre autres des gastro-entérites. Il y a une augmentation de 30% environ des gastro-entérites associées à ces pluies abondantes-là. La malnutrition, non seulement le réchauffement climatique diminue la valeur nutritive dans les plantes qu'on consomme à cause de l'augmentation du CO2, mais aussi c'est une cause avec la sécheresse et les inondations de perte finalement de récoltes, ou finalement c'est une cause d'insécurité alimentaire. Et bien sûr, il y a la pollution de l'air. Donc oui, la pollution de l'air est exacerbée par le réchauffement climatique. Il y a davantage de réaction de l'ozone au niveau troposphérique, c'est-à-dire dans l'altitude basse à notre niveau. Et ça, c'est mauvais de le respirer. Mais aussi, la pollution de l'air en général, le fait qu'on émette des gaz à effet de serre, c'est mauvais pour notre santé et ça contribue au changement climatique. Donc, il est estimé par l'OMS depuis 2014, je crois, que c'est 250 000 morts par année qui vont être associés au changement climatique d'ici 2030. Par contre, récemment, on statue que c'est sans doute une sous-estimation parce que seulement les troubles de sécurité, les problèmes de sécurité alimentaire seraient associés à plus de 500 000 décès. Donc seulement les famines associées au changement climatique. Et donc, c'est un défi majeur pour les professionnels de la santé. Ici, c'est Courtney Howard, qui est la présidente de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement, et qui dit en tant que médecin, je ne suis pas seulement préoccupé par la quantité de gens qu'il me faudra soigner, mais par ma capacité même à pouvoir soigner cette population. Et donc, c'est un grand défi pour la santé, mais si on agit maintenant, c'est aussi la plus grande opportunité de santé du 21e siècle. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'Organisation mondiale de la santé qui réagit à cet enjeu de santé-là. J'ai eu vraiment le privilège l'année dernière de faire partie de la délégation canadienne aux rencontres internationales de l'OMS à Genève ou à Washington. Il y en avait deux pour le portefeuille de la santé. Et donc, j'ai vraiment pu apprendre ce qui est en train de se faire sur ce plan-là par rapport au changement climatique. Et c'est assez intéressant. Donc, d'entrée de jeu, je pense que dans les Amériques, on est très conscient du problème. Déjà, à la remarque d'ouverture par Carissa Etienne, qui est la responsable de l'Organisation panaméricaine de la santé ici pour les Amériques, dit les changements climatiques exacerbent tous les problèmes de notre région. La liste est longue, j'ai déjà fait un peu le résumé là, plus tôt, mais entre autres, c'est les Caraïbes qui ont vraiment fait réaliser l'urgence de la chose parce que les événements extrêmes qu'ils subissent peuvent faire perdre instantanément des décennies de gains en santé publique. C'est un besoin impératif d'adapter les systèmes de santé aussi qui sont souvent situés sur les côtes, entre autres, mais aussi d'avoir des équipes bien formées. Et entre autres, les impacts psychosociaux sont vraiment ressortis comme étant une grande priorité, autant au niveau des Caraïbes comme région, mais aussi au niveau de la jeunesse. C'était aussi la priorité de la jeunesse, c'était l'impact de ces événements-là sur la santé mentale. Et du côté de la santé publique, à l'OMS, on a Dr Maria Neira, qui est vraiment une femme formidable qui déplace des montagnes, en fait. Elle a vraiment une influence importante en ce moment sur les prises de décision politiques et elle dit « Aucun argument ne motivera davantage la lutte contre les changements climatiques, le développement des énergies renouvelables et l'agenda environnemental que celui de la santé. » Et elle est très bien outillée pour nous faire prendre conscience de ça. Entre autres, elle a contribué, puis en général, l'OMS, à cette coalition qui a été inaugurée au mois de mai dernier, la coalition Santé, Environnement et Changement climatique. Ça, c'est le programme pour l'environnement des Nations unies, c'est l'OMS, puis c'est aussi l'Organisation météorologique mondiale, qui ensemble s'unissent
pour qu'il y ait davantage d'action, davantage de concertation des grands acteurs, mais aussi des choses assez concrètes. Par exemple, il y a eu la première conférence mondiale le 30 octobre dernier sur la pollution de l'air et la santé, et aussi ils sont en train de travailler à mettre sur pied un système d'alerte concernant l'air, le climat et la santé publique. Et pourquoi cet accent-là autant sur l'air et sur la pollution? Donc, il faut comprendre qu'actuellement, si on veut mitiger, si on veut s'adapter par rapport au changement climatique, si on veut freiner le réchauffement, agir sur la pollution, non seulement va permettre de diminuer énormément les gaz à effet de serre, mais aussi la pollution, c'est un des arguments les plus puissants qu'on a en termes de santé parce que la pollution de l'air, à elle seule, est responsable de 9 millions de morts. Par année, c'est 16% des décès dans le monde. Et la pollution, c'est 90% des gens sur la planète qui sont exposés à de l'air qui est au-delà des seuils, finalement, de qualité tolérée. Et puis, comme j'ai mentionné tantôt, la pollution de l'air induit, quand on la respire avec les fines particules, induit une inflammation au niveau des vaisseaux. Donc, c'est responsable de 34% des AVC en moyenne, c'est responsable de 27% des maladies cardiaques. Et bien sûr, les voies respiratoires sont affectées aussi, 36%. Cette semaine, il y a un nouvel article qui est sorti où on documentait qu'il y avait un taux de dépression 4 fois plus élevé quand on était exposé à la pollution à 12 ans. Donc, à 18 ans, on avait 4 fois plus de dépression dans cet environnement-là. Et ça, c'est à cause de l'inflammation, finalement, des vaisseaux qui serait au niveau du cerveau, engendrerait une réponse inflammatoire dans le cerveau. Donc, ça affecte vraiment l'ensemble de notre bien-être. Et c'est ce qui pousse Marianne Hera à dire que la pollution de l'air, en quelque sorte, c'est le nouveau tabac. C'est la nouvelle industrie, c'est les nouveaux acteurs contre lesquels on va agir de front commun, les acteurs de la santé. Mais ça va être un défi important. Voilà, parce qu'avec les feux de forêt qui sont de plus en plus fréquents, ça aussi, ça nous fait perdre nombreux progrès en termes de contrôle de qualité de l'air. Donc, l'OMS a mis sur pied un plan d'action santé-environnement qui est vraiment impressionnant, puis je le baptise le tsunami silencieux, comme pour les objectifs de développement durable. Tsunami silencieux parce que ce plan-là, qui va être adopté au mois de mai prochain à Genève, à la prochaine Assemblée mondiale de la santé, va être ensuite adapté dans des plans d'action régionaux partout dans le monde, dans la région des Amériques, en Europe, en Asie-Pacifique, etc. Et ces plans d'action-là vont être ceux vis-à-vis desquels nos gouvernements vont devoir rendre des comptes. Okay? Donc, prochainement, une fois que ce plan va être passé, c'est l'ensemble de la gouvernance planétaire qui va devoir tenir compte de ces indicateurs-là dans leur société. Et l'objectif, c'est rien de moins que d'éliminer le fardeau environnemental de maladies de 25%. Donc, c'est énorme. Évidemment, on n'y parvient pas sur le coup, mais aussi, l'OMS, ce faisant, réalise que la santé est limitée, le système de santé. En fait, il y a beaucoup de mesures qu'il faut prendre à l'extérieur du système de santé pour y parvenir. Et donc, elle offre de repenser notre manière de vivre, de travailler, de produire, de consommer et de gouverner. Donc, c'est quand même pas mal. Et il y a 6 priorités, je vous en partage 2 pour faire plus bref, mais une grande priorité, ça va être au niveau des systèmes de santé eux-mêmes, qu'il y ait plus de leadership. Donc, ce que ce plan d'action-là va mettre en œuvre, c'est que, en général, dans les hôpitaux, dans les facultés aussi qui enseignent des curriculums de santé, il y a beaucoup plus d'accent sur la promotion de la santé en lien au changement climatique pour la population, mais aussi auprès des décideurs politiques. Ensuite, que les professionnels agissent davantage comme consultants auprès du gouvernement pour mettre en place des politiques qui tiennent compte de ces limites environnementales-là et de leur impact sur la santé. Puis enfin, que les hôpitaux eux-mêmes montrent l'exemple. Aux États-Unis, 10% des émissions de gaz à effet de serre, c'est le système de santé. 10%. Donc, il faudra que les hôpitaux eux-mêmes s'adaptent avec le modèle des Smart Hospitals. Une deuxième priorité, c'est aussi de mobiliser, oui, je l'ai déjà un peu mentionné au niveau politique, mais au niveau citoyen, donc contre l'ingérence de l'industrie, et aussi d'adopter des modes de production et de consommation durables. Et ça me fait déjà penser à une belle avancée qu'on a au Canada, très récente. C'est le Guide alimentaire canadien, le nouveau guide, où on a refusé l'ingérence de l'industrie pour une première fois, et où on a mis de l'avant des modes de consommation durable. Donc, on fait valoir les aliments protéinés, mais pas particulièrement les produits animaliers qui ont une énorme empreinte écologique. Donc, on est conscient de consommer pour notre santé, mais aussi pour la planète. Et ça, c'est un nouveau changement de conscience. Et finalement,
il y a une belle alliance qui est en train de se tracer entre la santé, le politique, mais aussi le droit. Et ça, c'est Karine Pelofi qui, elle, met de l'avant que c'est inévitable à ce stade-ci que nos gouvernements vont être traînés en cours pour leur inaction par rapport au changement climatique. Donc, ça a déjà été le cas à Amsterdam. Vous l'avez peut-être vu passer, mais à Amsterdam, il y a eu une ordonnance d'emboîter le pas, d'accélérer le pas pour les objectifs de l'accord de Paris. Ensuite, aux États-Unis, il y a la cause de Youth versus Government, dont vous avez peut-être aussi entendu parler. C'est 21 jeunes qui vont amener le gouvernement en cours. Et là, la Cour suprême l'a autorisé. Finalement, c'est la dernière étape, donc c'est en train de se passer. Puis on a fait la même chose, nous, au Québec. Donc ça, c'est très récent aussi. Mais cette initiative d'amener les gouvernements en cours, parce qu'on ne peut plus dire aujourd'hui, les gouvernements ne peuvent plus dire qu'ils ne savaient pas que ça avait un impact sur l'environnement, les gaz à effet de serre, que ça avait un impact sur notre santé. Même Ottawa a absolument reconnu le dernier rapport là, intergouvernemental pour les changements climatiques. Donc, ce rapport-là qui met de l'avant d'ailleurs qu'on a besoin de faire un changement radical si on veut diminuer si on veut s'en limiter à 1,5 ou 2 degrés de réchauffement. Finalement, du côté des étudiants de médecine, ici, il y a chaque année une journée d'action politique. Cette année, la thématique, c'est les changements climatiques et la santé. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. Donc le 2 avril, on va aller à Québec et on va rencontrer les élus pour vraiment faire une action politique, faire pression qu'il y ait davantage d'actions à cet égard-là. Puis, au niveau des curriculums de santé aussi, de plus en plus, on pousse pour intégrer les changements climatiques dans l'enseignement, qu'on fasse une meilleure promotion de la santé à cet égard-là, mais qu'on soit aussi plus conscientisé pour agir de manière sociétale. Donc, l'objectif, c'est, avec la Fédération internationale des étudiants de médecine, c'est que d'ici 2020, tous les curriculums de santé du monde en médecine vont être sensibilisés à cet enjeu-là, puis vont commencer à élaborer un plan pour éduquer les futurs professionnels de la santé. Et finalement, s'il y en a qui s'intéressent, dans le même ordre d'idée, il y a aussi une formation qu'on peut suivre ici au Québec sur les changements climatiques et la santé. C'est pour les professionnels de la santé et le grand public. C'est vraiment pour tout le monde. C'est gratuit. C'est en ligne et ça aura lieu du 18 février au 22 avril. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, c'est aussi quelque chose que vous pouvez suivre et ça va permettre finalement de rendre ce savoir-là plus accessible pour ceux qui désirent prendre action. Et donc, pour conclure, finalement, Barack Obama qui a dit en 2014 « Nous sommes la première génération à ressentir les effets du changement climatique et la dernière génération à pouvoir y faire quelque chose. » Donc ici, le but de la présentation, c'est de montrer qu'avec l'argument de la santé, finalement, on a un certain espoir de pouvoir faire bouger les choses davantage. J'espère vraiment qu'on y parviendra en se mettant tous ensemble. Je vous remercie de votre attention et je suis là pour vos questions. Oui. Comment tu quantifies les fardeaux environnementaux? Donc, ça c'est The Lancet qui a fait ça. En 2015, eh bien, ils le font de manière itérative, mais la dernière estimation date de 2015. Donc, ils vont regarder, puis là c'est très large, mais ils vont regarder dans nombreuses sociétés, dans nombreuses régions du monde, sont quoi les causes de décès des gens. Puis ces causes de décès-là, c'est associé à eux-mêmes quelles causes, que ce soit environnementale ou que ce soit le comportement. Donc c'est une très très large étude. La seule critique qu'on peut apporter, c'est que c'est souvent la pointe de l'iceberg, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à mesurer encore qui ont des impacts sur la santé, comme la pollution de l'air par exemple. Grâce à cette étude-là, on sait maintenant que c'est 9 millions de morts par année associées à la pollution de l'air, des effets qu'on connaît sur autant le système cardiovasculaire que respiratoire ou sur le cerveau. Par contre, dans la pollution de l'air, ce n'est pas seulement les fines particules de CO2, ce n'est pas seulement l'ozone. Il y a énormément d'autres contaminants dont on ne tient pas compte. Entre autres, par exemple, ça pourrait être les perturbateurs endocriniens, ça pourrait être des pesticides aussi, ça pourrait être d'autres agents qui auront un impact sur la santé, mais que l'étude ne mesure pas. Donc, c'est un peu comme ça qu'ils s'y sont pris pour calculer le fardeau, pour vraiment pondérer qu'est-ce qui a quel impact sur notre santé dans le monde. Puis ce fardeau-là, ce n'est pas partout identique, là. Donc les 9 millions de morts associés à la pollution, c'est de manière disproportionnée en Asie du Sud-Est, par exemple, puis sur le continent africain. Mais ça reste aussi la pointe de l'iceberg, parce qu'évidemment, c'est une sous-estimation du fardeau réel. Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, oui.
Oui, ben dans le fond, on a parlé beaucoup là, de tout ce qui se fait au niveau international, tout ça pour la réflexion là-dessus. C'est sûr que, bon, au niveau régional, puis même municipal, quoi, il y a encore beaucoup de réflexions à pousser au niveau, même limite, parce qu'on disait là, de devoir changer notre mode de vie et compagnie. Je pense qu'au niveau de l'éthique en tant que telle, puis même de notre morale personnelle par rapport à ça, il y a beaucoup de choses à faire. Et je me demandais, des petites initiatives plus locales en tant que telles, est-ce que dans les réseaux de santé en tant que telles, on en connaît des initiatives intéressantes qui ont été poussées dans ce sens-là, d'améliorer en tant que tel l'environnement de la population qui sont leurs clients, dans le fond? C'est une bonne question. D'abord, pour des interventions au niveau local, je pense que c'est une prise de conscience qui est vraiment récente aussi, puis ça va changer beaucoup dans les prochains temps, mais il y a le verdissement, entre autres, qui est une initiative. Le verdissement, ça diminue les îlots de chaleur, fait que par rapport à la canicule, par exemple, ça va absorber aussi les émissions de gaz à effet de serre, ça absorbe le CO2, donc ça purifie l'air, puis aussi, pour l'état mental, c'est reposant. C'est un repos cognitif aussi, puis c'est plus facile de guérir dans cet environnement-là. Fait que ça, c'est un exemple. Il y a aussi de plus en plus d'hôpitaux qui vont chercher des certifications écologiques par rapport à leurs émissions. Pas encore à ma connaissance au Canada, mais je sais qu'aux États-Unis, c'est en train de prendre de l'ampleur. Il y a vraiment des certifications par rapport à ça qui sont mis de l'avant. La deuxième chose que je voudrais indiquer aussi, c'est que c'est vraiment important au niveau local d'agir parce que ça permet la prise de conscience, la solidarité, de se mettre ensemble puis d'avoir un changement global, ce qui est absolument nécessaire. Actuellement, ce qui est visé, que je trouve intéressant aussi, c'est d'agir vraiment auprès des industries parce que on a besoin tous de changer de conscience, mais il faut responsabiliser surtout là où ça frappe fort. Puis en ce moment, j'ai pas regardé la statistique très récemment, je m'en souviens pas, mais il me semble que 71% des émissions de gaz à effet de serre sont dues à, je pense, 8 ou 11 entreprises dans le monde, ce qui est absolument énorme. Donc, une des choses qui va être mise de l'avant justement auprès de l'OMS, c'est d'agir près des industries de manière à changer ces accords-là au niveau du gouvernement, de dire ça ne passe plus. Il y a une autre initiative qui est prise et qui est intéressante, je l'avais oublié, c'est le divestment. Le terme français, je l'utilise pas souvent, je n'ai pas de souvenir, mais c'est quand les actions à la bourse dans lesquelles on investit dans notre portefeuille, finalement, on va évacuer de notre portefeuille toutes les actions d'entreprises qui sont polluantes. Et ça, le système de la santé le fait beaucoup. L'Association médicale canadienne est un des leaders mondiaux. Ils ont été, je pense, les premiers à complètement évacuer leur portefeuille d'actions polluantes. Donc ça aussi, c'est un geste politique qui frappe fort économique et qui prend beaucoup d'ampleur dans le domaine de la santé. C'est le divestment. Oui? Précis, mais là, dans le fond, je sais que Chicago qui a fait justement son programme en médecine de pas longtemps, ils sont en train de. Eux autres, ils ont embarqué, ils ont pensé à ça, je sais pas si c'est au courant. Bien, je suis un peu au courant parce que je les ai approchés pour parler du curriculum par rapport justement à intégrer des notions pour les changements climatiques. Ils ont définitivement l'ouverture à le faire, ça je peux le confirmer. Ensuite, c'est toujours la faisabilité parce que comme ils ont déjà échafaudé un tout nouveau programme puis qu'ils sont encore en train de... Il n'est pas fini le programme, c'est-à-dire qu'il est en cours encore d'adaptation. Donc ça, c'est lourd à intégrer, mais la volonté est là quand même. Cette année, par contre, comme... juste revenir... Comme ce projet-là va vraiment embarquer cette année, en fait, le projet de faire pression auprès des facultés, toutes les facultés de médecine au Canada vont être évaluées. Puis on va avoir une note pour à quel point elles ont intégré les changements climatiques dans leur curriculum. Et je pense personne n'aime avoir des mauvaises notes dans la vie, surtout dans un milieu aussi compétitif que le monde académique. Donc, je pense que ça va beaucoup motiver les facultés à aller de l'avant. L'UDM a déjà montré beaucoup d'ouverture, Sherbrooke aussi. Fait que ça, c'est un work in progress, mais ça s'en vient. Une autre question. Tu présentais tantôt le récit un peu de ce qui s'était passé à l'OMS. Donc, tout ce plan-là, en fait, c'est comme pour quand? Essaie-tu de commencer ça là? C'est-tu pour dans plusieurs années? Bien,
là, le timeline le plus réaliste, ce serait que au mois de mai, ça va être accepté. Par contre, il y a eu la rencontre du Executive Board, là, du conseil directeur, la semaine passée. Et le Brésil et les États-Unis, qui étaient quand même assez d'accord avec le brouillon de ce plan d'action-là, c'est un brouillon qui est assez extensif, on trouve qu'on n'a pas été assez consulté pour ce brouillon-là. Puis, je pense que c'est possible qu'ils demandent à atténuer le langage ou à le modifier. Donc, on n'est pas sorti du bois à cet égard-là, mais je serais très, très, très surpris qu'on ne passe pas le plan d'action au mois de mai, qu'il ne soit pas accepté. C'est sûr qu'ils vont jouer dans le langage un peu, mais ces dernières années, c'est quelque chose que j'ai réalisé justement dans ce milieu-là, c'est qu'en ce moment, ceux qui tentent d'empêcher ce progrès-là l'ont de plus en plus difficile. Par exemple, pour la santé des femmes, il y a de plus en plus l'emploi d'un langage inclusif pour le genre, un langage aussi pour la santé et les droits reproductifs et sexuels chez les femmes, chose qui, il y a plusieurs années, n'aurait jamais passé. Aujourd'hui, ça a passé malgré les résistances. Je pense que ça va être la même chose pour ce plan-là, ça va passer au mois de mai. Donc, après le mois de mai, les rencontres régionales, c'est plutôt vers l'automne. Il va y avoir, je pense, déjà des plans d'action régionaux qui vont avoir été ébauchés. Donc, ça va être assez rapide, là. Je pense que c'est dans les prochaines années, ce plan-là va être concret. Puis tous les pays membres de l'OMS, je pense que c'est 191 pays, vont s'y conformer en un sens, vont devoir se rapporter aux objectifs de ce plan-là. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Donc, c'est ce qui conclurait la soirée d'aujourd'hui. Donc, par rapport à la GES, justement, si vous avez des commentaires, questions, des idées d'activités dans lesquelles on pourrait s'impliquer ou des idées thématiques pour les mois futurs, donc, bien vouloir nous en faire part. Puis, en fait, je vous invite à notre prochain événement, comme j'avais dit, en fait, le 12 mars, qui va porter sur la dépendance à l'ère du numérique. Donc, merci, en fait, pour votre présence.